De retour en plateau pour notre 33e conférence annuelle d'ECLI. On va ouvrir un grand chapitre sur les dossiers d'actualité et vous allez pouvoir réagir, poser vos questions. N'hésitez pas à le faire dans la fenêtre qui se trouve à ma droite, en n'oubliant pas d'indiquer, si c'est nécessaire, à qui vous adressez votre question en particulier. Et d'ailleurs, il y a plusieurs porte-paroles qui sont présents ici ou à distance pour répondre éventuellement à vos questions. Porte-parole de l'ASN, de l'IRSN et d'Orano. On va commencer avec vous, David Lehir. Bonjour monsieur. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Lehir ? Ah, très bien. Alors moi, je vous Bonjour, entends bonjour à tous. Bah, voilà, ça y est, je vous entends. Vous êtes directeur achèvement et essai à EDF, chargé de l'EPR du site de Flamanville. Donc Flamanville 3 chez EDF, c'est le sujet qu'on va aborder maintenant, l'EPR. On vous écoute pour 7 minutes et je serai intraitable parce que vous avez vu, alors là, on est en train de partir là. On fait, voilà, c'est un peu fantaisiste et donc il faut absolument qu'on tienne nos délais maintenant. On vous écoute. Eh bien, oui, bonjour. Donc, je ferai en sorte de respecter ces délais. Donc, je vous fais un point d'avancement sur l'actualité de la construction de l'EPR de Flamanville 3. Donc, point d'actualité principal, donc il concerne la remise à niveau des soudures du circuit secondaire principal. Donc, je vous ai mis un schéma donc, où on voit effectivement le circuit secondaire principal. Donc, c'est le circuit que vous pouvez voir en bleu dans une des planches suivantes, effectivement. Donc, nous y sommes. Nous avons donc, dans le bâtiment réacteur qui est à gauche, donc, nous avons des générateurs de vapeur. En sortie des générateurs de vapeur, donc, nous avons donc, la partie vapeur du circuit secondaire principal, et donc vapeur qui va jusqu'à la turbine. Donc, il y a ensuite une condensation qui est réalisée donc, dans le bâtiment en salle des machines. Et ensuite, donc, l'eau revient au niveau du générateur de vapeur dans le bâtiment réacteur, donc au travers du circuit qui est bleu foncé. Donc, voilà, donc tout le circuit bleu, on appelle cela donc, le circuit secondaire principal. Donc, quand on parle de remise en conformité des soudures, donc on parle des soudures de traversée, donc qui sont matérialisées par les étoiles que vous voyez sur la partie circuit vapeur et sur la partie circuit eau. Et puis, on parle aussi de soudure hors traversée, donc tout au long des circuits vapeur et eau. Donc, point de rappel donc, sur la planche suivante, donc un rappel du scénario que nous avons utilisé pour la remise à niveau des soudures de traversée. Donc là, c'est le schéma sur la partie vapeur. Donc, c'est une solution technique qui a été développée par notre partenaire Westinghouse et qui consiste à un retrait complet des soudures donc par l'intérieur. Donc, il y a une découpe des tuyauteries qui est réalisée de part et d'autre des traversées, de façon à pouvoir introduire des robots. Et donc, on a donc hormis une passe racine de soudure, donc c'est un procédé qui est entièrement réalisé par des robots pour toutes les phases donc de soudage, enfin de découpe, de soudage, d'arasage, de façon à rendre la matière homogène, toutes les phases de contrôle. Et donc après, on remonte ensuite le circuit. Donc, sur la planche suivante, je vous ai fait un point d'avancement du chantier donc à fin octobre, même fin novembre. Donc, nous avons remis à niveau donc, les 4 traversées du circuit côté vapeur. Nous avons donc effectué l'ensemble des contrôles des soudures sur ces 4 traversées, donc, ce qui correspond donc à 8 soudures. Et donc, ces contrôles ont montré donc, la conformité donc, de ces soudures, donc, en attendant ce qu'on appelle le traitement thermique de détentionnement, donc, qui aura lieu dans quelques semaines. Donc, en cours, donc, sur ce même chantier de remise à niveau des soudures, donc, nous avons démarré il y a quelques semaines la remise à niveau des traversées côté eau. Donc, nous avons mis en place toute la logistique courant octobre et nous avons fait la première découpe des tuyauteries donc, du circuit eau en novembre 2021, de façon à pouvoir opérer ce même principe d'intervention par robot. Sachant que sur la partie eau, comme les soudures, enfin les tuyauteries sont de diamètre plus petit que sur la partie vapeur, ça serait une solution entièrement réalisée par des robots. Donc là, on était sur la partie traversée, donc l'opération plus complexe. Sur la partie hors traversée, donc nous avons à ce jour réalisé la remise en conformité des traversées, enfin des soudures qui étaient accessibles. Donc accessibles, ça veut dire qu'ils n'étaient pas empêchés par le chantier de remise à niveau des
les soudures sur la partie traversée. Et donc, de façon à pouvoir poursuivre cette activité de remise à niveau des soudures sur la partie hors traversée. Donc, nous sommes en train de finir la reconstitution des tuyauteries sur la partie traversée vapeur, de façon à pouvoir démonter tous les échafaudages et commencer ensuite cette remise à niveau sur la partie hors traversée. Donc, c'est un chantier qui nécessite plusieurs centaines d'intervenants, donc en 2-8 ou en 3-8 chaque fois que nécessaire, de façon à pouvoir terminer ce chantier donc en toute qualité, en maîtrisant nos procédés, sachant que c'est un chantier qui fait l'objet de nombreuses inspections de l'autorité de sûreté nucléaire depuis déjà la mi-2020. Soudure sur le Je poursuis circuit, ce point d'actualité sur sur le les circuit transferts des secondaire bâtiments. principal. Est-ce que Donc, vous m'entendez? c'est un processus interne à EDF, donc entre les équipes en charge de l'aménagement et les équipes en charge de l'exploitation. Donc, nous procédons à des transferts de bâtiments et des transferts de systèmes. Donc, nous avons cet été transféré 2 bâtiments emblématiques du site, donc le bâtiment réacteur. Donc, vous voyez une photo sur la partie gauche de la planche. Et donc, c'est la planche suivante hein, sur la partie transfert. Et nous avons également donc, transféré donc, la salle des machines donc, aux équipes en charge de l'exploitation. Donc, nous avons à ce jour 90% des bâtiments qui sont transférés donc, aux équipes en charge de l'exploitation. Et donc, nous sommes à même de pouvoir transférer les autres bâtiments début 2022. Sur un transparent suivant, donc je fais un point sur alors transparent encore suivant. Donc ça c'était sur les transferts des bâtiments. Sur le transparent suivant, donc de façon à pouvoir transférer les bâtiments, donc il faut finir nos installations, hein, notamment on a beaucoup d'activités aujourd'hui de génie civil. Donc quand on parle de génie civil, on évoque le calfeutrement. Enfin, c'est ce qui permet de rendre étanches des locaux les uns par rapport aux autres. Hein, donc ça concourt à avoir une bonne prévention contre le risque incendie. Ça permet de sectoriser les départs de feu en cas de départ de feu. Nous avons un taux d'avancement de 95% des charpentes sur le site, un taux de 81% d'enrubannage. Donc là, c'est également une activité qui est liée donc à la protection contre l'incendie. Ça permet de garder intègre une voie électrique par rapport à une autre. Et nous avons donc atteint le seuil de 95% d'avancement de peinture. Donc, comme vous pouvez le voir sur les photos, sur la partie gauche du transparent, donc, on a un aspect très très proche de celui d'une centrale en exploitation. Sur le transparent suivant, et cela aussi concourt à considérer qu'on se rapproche d'une phase d'exploitation. Donc, nous avons achevé en juin 2021 donc, la réception de 245 assemblages combustibles. Donc, ces assemblages combustibles sont stockés dans la piscine du bâtiment combustible, donc ils avaient également été transférés donc, aux équipes en charge de l'exploitation. Et donc, ces équipes qui surveillent 24 heures sur 24, donc, selon les mêmes règles qu'une centrale en exploitation, donc c'est 245 assemblages. Donc, voilà, donc, ça permet aux équipes en charge de l'exploitation de s'approprier l'ensemble des règles de sûreté. Et c'est une approche aussi progressive vers le chargement. Sur le transparent suivant, je vous fais un point d'avancement donc, de l'affaire sur les piquages cétine sur le circuit primaire principal. Donc, pour rappel très rapide, hein, pour respecter mon temps de parole, donc en 2006, donc, des études de conception donc, avaient permis de pouvoir, en tout cas, de travailler sur l'implantation de 3 piquages sur le circuit primaire principal. Donc des piquages qui effectivement sont connectés à des circuits auxiliaires. Donc la conception initiale prévoyait un cordon de soudure de ces piquages très très proche de la tuyauterie, mais cette conception rendait difficile le contrôle de leur qualité de fabrication en usine. Donc il y a eu une remise en question de cette conception, donc une évolution de cette conception qui a consisté à élargir le diamètre de soudage, et donc au travers d'une semelle que vous pouvez voir sur la photo donc, en bas à droite. Et donc cette fabrication en usine a été réalisée en 2011 et donc soudures qui ont été contrôlées conformes en usine. Je vous propose d'aller sur le transparent suivant. Donc, pourquoi c'est un écart de conception? C'est parce que du coup, le diamètre des nouvelles soudures
devenait supérieur au diamètre qui était pris en compte dans nos études de sûreté. Donc, on était supérieur à 150 mm. Et donc, diamètre au-dessus duquel on est plutôt sur des piquages forgés, alors qu'en dessous, on est plutôt sur des piquages. On peut effectivement être sur des piquages soudés. Donc, la direction du site a déclaré donc, en mars 2021 un événement significatif donc, auprès de l'autorité de sûreté nucléaire. Et donc, nous avons mis en place une task force. Donc, je vous propose d'aller sur la planche suivante. Donc, nous avons mis en place une task force qui a travaillé sur différents scénarios possibles pour pouvoir se remettre en conformité sur ces piquages. Et donc, la solution technique qui a été proposée par EDF consiste, alors si vous pouvez aller sur le transparent suivant, donc voilà, donc ça consiste à mettre en place donc, autour de la tuyauterie du circuit primaire principal, donc un collier de maintien donc, qui vient se positionner sur chacune des trois soudures et qui permettra, donc, en cas de rupture hypothétique des soudures sur cette connexion entre circuit auxiliaire et circuit primaire, de garantir le respect des exigences de sûreté qui sont prévues à la conception. Donc, ces échanges, donc des échanges nourris entre l'ASN et EDF ont permis de converger sur ces hypothèses de conception, c'est les précautions à prendre lors des différentes phases de dimensionnement, de fabrication et de mise en œuvre des colliers. Et donc, le 8 octobre 2021, donc, l'autorité de sûreté nucléaire nous a transmis une non-objection à poursuivre cette solution technique. Et donc, effectivement, nous poursuivons en interne EDF cette solution. Donc, nous avons transmis en novembre 2021 donc, des premiers éléments du dossier de conception, de façon à pouvoir poursuivre cette instruction donc, en relation avec l'autorité de sûreté nucléaire. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Et voilà, après l'intervention de M. Collet, je serai prêt à répondre à vos questions. Alors, on va continuer avec vous. Julien Collet, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur général adjoint de l'ASN et vous êtes spécifiquement en charge des réacteurs nucléaires. Alors, où est-ce qu'on en est de l'instruction du dossier EPR à Flamanville avant sa mise en service? C'est en 2023 ? Le calendrier, c'est celui d'EDF. Je vais voilà, rapidement, en quelques mots, vous dire effectivement les contrôles que la SN mène sur ce réacteur. Il y a deux grands leviers. Le premier levier, c'est l'inspection. On mène une vingtaine d'inspections par an sur le site, principalement évidemment sur les activités de chantier pour s'assurer de la qualité des réalisations, également sur les chantiers les plus critiques, comme par exemple celui de réparation du circuit principal, secondaire principal qu'a présenté Monsieur Lehir. On a également dans les thématiques qui nous intéressent actuellement la bonne conservation des matériels pour être sûr que lorsque le réacteur sera en service, ceux-ci seront pleinement opérationnels et également le contrôle des essais. L'autre volet qu'on contrôle en inspection, c'est la préparation du futur exploitant du réacteur. Où on regarde notamment la préparation des équipes, la formation des équipes à gérer les situations normales, mais également les situations incidentelles ou accidentelles qui pourraient survenir. Donc ça c'est quelque chose qui se poursuit. Un point important, c'est quelques mois avant la mise en service du réacteur, nous allons réaliser une inspection de revue. C'est une inspection de grande ampleur avec une dizaine d'inspecteurs qui va venir sur le site pendant une semaine pour regarder. Ce sera quelques mois avant la mise en service du réacteur, donc ça dépendra du calendrier évidemment du projet. L'idée c'est de le faire au plus près et de faire une évaluation complète des équipes pour s'assurer qu'elles soient effectivement en mesure d'exploiter ce réacteur en toute sûreté. L'autre volet du contrôle, vous le disiez, c'est les instructions, puisque c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui est chargée de délivrer l'autorisation de mise en service du réacteur, c'est-à-dire qui est chargée d'autoriser le chargement du réacteur et puis le démarrage de la réaction nucléaire. Il y a encore beaucoup de travail à mener. Première chose à faire, c'est bien sûr d'examiner les dernières versions des référentiels de sûreté que nous a transmis l'exploitant, le rapport de sûreté, les règles d'exploitation, notamment les règles pour la conduite incidentelle et accidentelle. Mais il faut également que tous les écarts qui ont été détectés sur le chantier ou qui sont issus du retour d'expérience d'autres réacteurs aient également été traités en amont de ce démarrage. Et il y a beaucoup de sujets, je vais en citer quelques-uns. Monsieur Lehir en a parlé de certains, la réparation des circuits secondaires, l'écart sur le circuit primaire, les soupapes du pressuriseur qui ont dû être modifiés à la suite d'un retour d'expérience sur l'EPR finlandais et plus récemment le retour d'expérience du réacteur chinois de Taishan 1 sur lequel du combustible a été endommagé au bout d'un cycle et demi de fonctionnement. Voilà.
Et puis dernier point, rappeler qu'avant la mise en service de ce réacteur, il y aura une phase de consultation du public avec la mise à disposition du dossier de l'exploitant et la consultation organisée par l'ASN sur le projet d'autorisation de mise en service. Parfait, merci beaucoup Monsieur Collet. On prend vos questions, hein, donc n'hésitez pas à nous les envoyer. Moi je les reçois sur ma tablette et puis je peux les poser à Monsieur Lehir ou à Monsieur Collet. Commençons avec vous Monsieur Lehir, si vous voulez bien. On a Jean-Michel Bouldoir qui vous pose une question et vous dit merci pour cette présentation technique. Pouvez-vous nous rappeler ou préciser la durée prévisionnelle du chantier entre la date de pose de la première pierre et celle de la divergence et le coût prévisionnel? Merci. Alors, on sent, je n'ai peut-être pas toutes les dates et tous les coûts. Donc, le coût prévisionnel était de 3,5 milliards d'euros et la durée prévisionnelle était de 5 ans. Et le coût prévisionnel, vous dites? Ça, c'est le coût d'origine et le coût... 3,5 milliards d'euros. Très bien. Et le coût final? Monsieur Lehir, vous m'entendez? Monsieur Lehir? Ah, il y a une autre question alors. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Lehir? Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre question. La liaison n'est pas tout à fait excellente. Donc voilà, c'était le coût provisionnel et puis un coût final qui est évalué. Donc un coût final qui est évalué à 12,4 milliards d'euros. On a aussi une question de Yannick Rousselet, merci beaucoup. Les 245 assemblages ont été fabriqués par la même chaîne de fabrication que ceux de Taishan. Question qualité, donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de la qualité de ces assemblages? Alors comme ça a été précisé par Monsieur Collet, donc effectivement nous sommes en phase d'instruction, donc EDF avec l'ensemble des différents partenaires, donc Framatome, les exploitants chinois, bien évidemment aussi l'autorité de sûreté nucléaire, donc les assemblages combustibles du réacteur de Taishan ont été déchargés, ce qui a permis de faire des premiers constats et donc de faire des premières analyses. Donc l'instruction est toujours en cours. Donc aujourd'hui, c'est trop tôt pour moi pour vous préciser effectivement les différentes causes qui ont pu amener au constat qu'on a pu faire sur le réacteur de Taishan. Donc je ne peux pas vous dire effectivement les conséquences qui seront opérées sur l'OPR de FLA3 en termes d'exploitation ou en termes de design. Comme on est dans l'actualité, effectivement, il y a des questions autour de Taishan et par exemple Dominique Boutin qui vous parle des questions de vibration et des zircaloïs, je ne sais pas si on prononce comme ça, zircaloïs, c'est bien, très bien, relevées ailleurs. Donc ces questions, est-ce qu'elles ont été approchées à Flamanville, vous demande Dominique Boutin, ou est-ce qu'on attendra le démarrage pour voir cela? Comme je l'ai précisé, l'instruction elle est en cours. Donc c'est un événement qui donc avec Framatome, avec l'ensemble des directions techniques et directions d'ingénierie du groupe EDF, également donc avec l'autorité de sûreté nucléaire. Donc aujourd'hui, on suppose qu'il y a des caractères multifactoriels, des causes multifactorielles. Donc c'est trop tôt pour faire des conclusions sur les causes de l'événement de Taishan. Et du coup, c'est trop tôt pour conclure sur des éléments qui pourront effectivement être amenés sur le design ou les phases d'exploitation de l'EPR de Flamanville 3. Très bien, oui, effectivement, l'instruction est en cours, hein, enfin voilà, la prise d'information, le dialogue. Et vous avez accès à l'ensemble des données ou est-ce qu'il y a une part de secret industriel de la part de vos comment dire, partenaires chinois? Donc, il y a une très très forte communication entre l'ensemble des parties prenantes. Donc, nous sommes fortement connectés avec les exploitants de l'EPR de Taishan. Nous sommes très fortement connectés également avec les services d'ingénierie de Framatome. Et donc,
tout est fluide entre ces différents systèmes de façon à pouvoir poursuivre cette instruction et la mener donc, conformément à notre planning de démarrage de l'EPR de Flamanville 3. Une dernière question, on a Anne-Marie Duchemin qui nous dit qu'elle est dans une CLI et elle nous explique que mardi soir dernier, donc c'est tout récent, on est vraiment dans l'actualité, hein, à Valognes dans le Cotentin, les élus de la communauté d'agglomération du Cotentin ont été amenés à se prononcer sur l'autorisation du démarrage de l'EPR Flamanville avec des informations leur étant parvenues la veille. Voilà, alors voilà, Anne-Marie Duchemin, membre du CRILAN et membre de la CLI Andra et participant à l'ANCLI au titre du Crépan depuis 2012. Donc voilà, elle s'étonne et s'en plaint. Donc voilà, elle s'étonne et s'en plaint. Donc voilà, elle s'étonne. Je suis désolé, je n'ai pas bien compris votre question sur... Alors, il n'y avait pas vraiment de questions, mais voilà, on vous tenait à vous informer de cela. Elle vous demande, est-ce que c'est bien conforme à nos demandes de transparence, de vérité et d'information, le fait que des informations arrivent la veille d'une décision qui doit être prise avec les élus de la communauté d'agglomération du Cotentin concernant l'autorisation du démarrage de l'EPR Flamanville? Écoutez, je suis intervenu il y a à peu près un mois en commission locale d'information de Flamanville. Donc, j'ai présenté un point d'actualité sur le chantier. Cette même question sur le retour d'expérience de l'EPR de Taschen m'a également été posée. J'ai fait cette réponse d'attente, mais bien évidemment, dès que nous pourrons faire des conclusions sur les conséquences de l'événement de Taschen, une fois qu'on aura bien compris les causes, et bien dans ce même souci de transparence, dans ce même souci d'information, je fournirai l'ensemble des éléments, soit en amont d'une commission locale d'information, ou soit à l'occasion de la prochaine commission locale d'information. Donc j'ai en permanence ce souci de communication et de transparence sur l'ensemble des éléments qui portent le démarrage de Flamanville 3. Merci beaucoup, Monsieur Lehir. Monsieur Collet, on a parlé tout à l'heure de fissures éventuelles sur des réacteurs 900 MW, sur des cuves, donc métallurgie. On parle beaucoup de soudure. Là, il y avait ces 100 soudures sur le circuit, circuit secondaire. Il y a aussi les soudures qu'on appelle les soudures set-in, SET-IN. Est-ce qu'il y a un sujet... Enfin, la métallurgie, c'est particulièrement complexe dans le domaine du nucléaire. Il y a un sujet métallurgie, là, il y a de la marge d'amélioration, si je peux dire. Il y a plusieurs facteurs. Déjà, c'est des soudures de grande dimension, hein, sur des alliages métalliques parfois complexes à souder. Il y a également un niveau d'exigence qui est très élevé par rapport aux soudures qu'on peut faire dans d'autres secteurs industriels. En termes de qualité de réalisation, en termes de propriété mécanique, il y a des exigences qui sont vraiment au maximum de ce que la technique est capable d'atteindre. Et donc ça nécessite pour atteindre cette qualité de la compétence, de l'expérience. Et malheureusement, c'est ce qui a manqué à la filière nucléaire. Vous savez, entre le milieu des années 90 et puis la construction de l'EPR de Flamanville, il y a eu un arrêt de la construction de nouveaux réacteurs et la perte de beaucoup d'expérience. Et effectivement, le réacteur de Flamanville 3, il a subi de plein fouet cette perte d'expérience. Flamanville 3 a permis effectivement d'en retrouver une partie, et il y a des actions qui sont menées par EDF pour justement se préparer dans l'éventualité d'un nouveau programme nucléaire, justement pour mettre à niveau la filière et les fournisseurs de ces fournisseurs. Merci beaucoup, Monsieur Collet. On va vous retrouver parce qu'on va changer de sujet, mais vous allez revenir. On va continuer avec vous, Antoine Ménager. Merci infiniment d'être avec nous. On va parler avec vous d'EPR2. Donc, c'est une évolution de l'EPR qui est présentée comme étant optimisée en prenant en compte des retours d'expérience d'EPR existants. Et puis, on va parler aussi de SMR, les petits réacteurs modulaires. Donc, vous êtes un ancien directeur d'une centrale nucléaire à Chinon et vous êtes le directeur du débat public sur l'EPR2 à EDF. 7 minutes.
Et là, je vous tiens à vous. Alors, on va Oui. vraiment faire 7 minutes. Oui, écoutez, je sais que le temps est compté, mais je voudrais prendre quelques instants pour remercier pour cette invitation l'Ancli. J'ai moi-même eu l'honneur de représenter l'exploitant nucléaire EDF dans 4 CLI. Et puis, effectivement, je salue les membres de la CLI de Chinon, puisque je les ai quittés il y a finalement encore peu de temps. Voilà. Bon, ce que je voulais dire aussi, c'est, je l'ai entendu dans l'introduction, évidemment EDF est très attaché à la concertation, au dialogue sur ce futur du nucléaire. Vous avez précisé mon titre, c'est la préparation, le débat public sur le nouveau nucléaire, sur EPR2, il n'est pas lancé, il n'y a pas eu encore de saisine, mais en tout cas j'ai la mission de le préparer effectivement, puisque nous sommes attachés à cette concertation, et évidemment elle aura lieu. Le panorama du nouveau nucléaire, SMR, je vais très peu développer. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, dans la lutte contre le réchauffement climatique, il y a besoin de tous les moyens décarbonés, des renouvelables évidemment, et puis le nucléaire. Et le nucléaire dans toute sa complémentarité, des réacteurs de grande puissance plutôt adaptés à des pays comme la France, et puis les SMR qui sont plutôt dans le remplacement des tranches charbon, qui ont plutôt une perspective internationale, mais dans lequel il faudrait avoir une référence en France. Donc on est bien dans la complémentarité et on a besoin de toutes les énergies décarbonées, et c'est bien ça notre ambition qu'on porte côté EDF. Alors maintenant je vais revenir dans effectivement EPR2, vous avez bien dressé le sujet. Ce qu'il faut dire, c'est que finalement, EDF fait ce qui a été demandé par la PPE en matière de nouveau nucléaire et de PR2. C'est-à-dire qu'on a remis au printemps une proposition au gouvernement d'un programme de 3 paires de réacteurs. Je reviendrai là-dessus parce que la notion de 3 paires est extrêmement importante. Donc cette proposition est en fin d'instruction par les services de l'État. J'en dirai pas plus à ce stade. Dans cette proposition, il y a aussi des perspectives de site. Ça, c'est la proposition d'EDF. Ça sera bien sûr à l'État de le valider. Dans l'ordre. De suite, la proposition, oui. Proposition d'EDF, voilà, d'implantation. Panly pour la première paire, Gravelines pour la deuxième, et puis la troisième qui sera en région Auvergne-Rhône-Alpes, soit Bugey, soit Tricastin. Voilà. Je dois dire aussi, on y reviendra plus tard, ça c'est avec les pouvoirs publics, mais avec l'autorité de sûreté nucléaire, dès 2019 et même avant, il y avait un dossier d'orientation de sûreté qui avait été remis et qui a fait l'objet d'un avis de l'autorité de sûreté nucléaire, et depuis février 2021, une première version du rapport préliminaire de sûreté également a été transmise pour instruction anticipée. Alors le EPR2, qu'est-ce que c'est? Vous avez dit l'essentiel, c'est une évolution de l'EPR, c'est déjà conserver son point fort, son atout, qui est un réacteur avec des objectifs de sûreté très élevés en termes de réacteurs de 3e génération. Ça, c'est vraiment un point fondamental. On garde évidemment son niveau de puissance élevé, qui est un atout pour remplacer le nucléaire en France sur nos sites existants, et qui le permet grâce à l'infrastructure du réseau. Évidemment, il intègre complètement le retour d'expérience. On est exactement dans la continuité de ce qu'a dit David Lehir, le retour d'expérience de Flamanville 3, ce qui se passe à Taishan, au Kiloto. Donc évidemment, on va intégrer, et on intègre déjà tout ça. Et puis surtout, c'est pas une réalisation unique comme c'est fait sur Flamanville 3, c'est bien un programme. Et ça, c'est important. C'est qu'il faut, ça a été aussi évoqué par M. Collet dans la perte d'expérience, c'est qu'il faut qu'une filière industrielle elle ait de la perspective, elle ait de la standardisation, de la réplication, et donc la proposition d'EDF, c'est bien une série de 6 paires pour justement avoir une filière qui optimise, qui standardise et qui est capable de se projeter, d'investir dans les compétences. Voilà. Et puis évidemment, c'est un réacteur qui sera capable de s'adapter au mix énergétique avec beaucoup de renouvelables, qui continuera évidemment à bien moduler. Donc ça, c'est extrêmement important. Et permettez-moi une petite parenthèse normande. Voilà. Je crois que les Normands, ça va bien leur parler. Finalement, ils connaissent bien, il y a eu la tête de série du réacteur 1300 MW qui est à Paluel, et finalement ensuite il y a eu une optimisation de ce palier 1300 MW avec le fameux P'4. On peut dire finalement, c'est une image, c'est bien sûr plus complexe que ça, mais finalement EPR versus EPR2, c'est un peu P4, P'4. Voilà, on est bien dans de l'évolution et de l'optimisation.
Alors, je ne vais pas tous les commenter parce que finalement, ça remet sous forme de quelques puces ce que j'ai dit. Ce qui est important, c'est, et vous n'avez pas, je suis bien placé, certains vont me reconnaître aussi de la CLI de Flamanville. Évidemment, ce qu'on veut améliorer dans cette EPR2, c'est la constructibilité, le rendre plus facile à construire. Donc, il y a énormément de travaux qui sont engagés depuis 5 ans sur ce champ-là, avec plus de préfabrication, plus de standardisation, dans le génie civil notamment, de le rendre beaucoup plus standard, des voiles alignées. Donc ça, c'est un point fort pour voilà, tirer ce retour à plein de Flamanville. Et on le voit d'ailleurs à l'œuvre en partie, je n'ai pas cité tout à l'heure, mais sur Hinkley Point, ça fait aussi partie du retour d'expérience qu'on emmagasine. Mais on voit aussi qu'on a beaucoup d'intérêt sur ce chantier. Et là aussi, sur Hinkley Point, j'étais attaché au pair. J'ai dit à la série de 6 réacteurs, mais aussi aux paires. Hinkley Point, c'est 2 paires qui se construisent avec 18 mois de décalage. Et aujourd'hui, on peut dire que l'efficacité sur le 2e réacteur en construction est de l'ordre de 20 à 30%. Donc c'est aussi tout l'intérêt d'y aller en série et par paire sur les mêmes sites. Voilà, alors là, c'est quelques exemples sur la simplification du design du génie civil. On fait beaucoup plus appel aux maquettes 3D, 4D dans les outils de conception. J'ai dit beaucoup plus de standards. On va diminuer le nombre de références sur les vannes, sur les portes, pour avoir des choses beaucoup plus standards et plus faciles à construire par nos industriels, et puis beaucoup plus de préfabrication, de modularité. Excusez-moi la zapette. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a devant nous ? Évidemment, c'est aussi un retour d'expérience de Flamanville. Il faut qu'on soit beaucoup plus mature dans le design, dans la conception de détail. Et elle se fait avec nos partenaires industriels. Et ça aussi, c'est une leçon apprise de Flamanville. Ce travail, il se fait beaucoup plus en amont avec les différents industriels qui, eux aussi, ont magasiné de l'expérience. Et donc, c'est ce qu'on fait avec eux. Et donc, on est dans les années qui viennent dans ce travail de détail et de passage de contrat, évidemment, en attendant la décision de l'État. Excusez-moi. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a devant nous aussi derrière le terme permitting, c'est tout le processus réglementaire d'autorisation. Donc, j'ai cité en introduction, évidemment, on va avoir le débat public. Voilà, donc aujourd'hui, vous voyez différentes expressions. On est dans un moment où je dirais, la saisine se rapproche pour ce débat. C'est un point important puisque les conclusions de ce débat public sont nécessaires dans le dépôt du dossier d'autorisation de création. Voilà. Il y a évidemment plein d'autres pièces, mais celle-là est essentielle, donc ça fait partie des éléments. Et ensuite, dans ce processus réglementaire, il y aura le permis de construire pour engager les travaux préparatoires, et puis plus loin, le premier béton nucléaire. Donc ça, c'est ce qui est résumé sur cette planche. Et puis, pour finir, voilà, pour revenir à la première paire, j'ai dit, où la proposition d'EDF est Penly, et bien finalement, à partir de ce débat public et ce dépôt du DAC qu'on aimerait pouvoir faire en 2023 sous réserve de décision de l'État. D'autorisation de création. Exactement, de la future installation nucléaire de base. Aujourd'hui, finalement, ce qui est visé, c'est une première mise en service de cette première paire à l'horizon 2035-2037 et avec toutes les phases qui précèdent que vous voyez sur cette planche. 2035-2037 pour la première paire de PR2. Julien Collet, directeur général adjoint de l'ASN. Où est-ce qu'on en est de ce projet de PR2 à l'ASN d'un point de vue réglementaire ? Oui, effectivement, je vais peut-être revenir sur l'actualité récente et actuelle, puisque avant même en fait, que le gouvernement acte du lancement d'un tel programme, il y a des étapes qui se déroulent en amont. Notamment, il y a eu en 2019 une prise de position de l'ASN sur les options de sûreté du réacteur, c'est-à-dire les grandes lignes, les grands choix de sûreté qui sont proposés par EDF. À cette occasion, il y avait notamment un sujet que l'ASN avait soulevé, qui était la démarche d'exclusion de rupture. La démarche d'exclusion de rupture, EDF proposait de la reconduire comme Flamanville 3. La démarche d'exclusion de rupture, oui. Tout à fait. En sûreté nucléaire, on a ce qu'on appelle la défense en profondeur. Et donc, quand bien même on prend toutes les précautions pour que, par exemple, un équipement sous pression de la chaudière ne rupte pas, pour la défense en profondeur, on va quand même prendre l'hypothèse qu'il peut casser et donc définir des mesures de gestion d'une rupture.
Voilà. Et donc c'est comme ça en prenant différentes lignes de défense. Là, on fait une démarche d'exclusion de rupture. Et là, voilà, l'EPR, le réacteur EPR, il est conçu autour d'une démarche d'exclusion de rupture sur sa chaudière, par lequel l'exploitant dit je vais prendre des mesures extrêmement strictes en termes de qualité de conception, en termes de qualité de fabrication, qui permettent de dire que la rupture de ces équipements, elle peut être considérée comme exclue. Et à partir de ça, ça va me permettre de ne pas mettre en place justement ces mesures supplémentaires de protection. Et ce qui permet pour l'industriel notamment de simplifier en fait son réacteur. Voilà. C'est quelque chose qui a été fait sur Flamanville 3 où il y a notamment les circuits secondaires principaux dont on a parlé précédemment qui est en exclusion de rupture. Et comme vous le savez, malheureusement, la qualité de fabrication n'a pas été au rendez-vous et ce circuit est aujourd'hui en cours de réparation. EDF avait proposé de reconduire la même démarche sur EPR2 et la SN a dit non. Manifestement, compte tenu du retour d'expérience de Flamanville 3, il faut le justifier, il faut que vous fassiez mieux. Sur le circuit secondaire sur l'ensemble, en général, d'accord. Sur l'ensemble, mais notamment sur le circuit secondaire. Et par rapport à ça, EDF a complété son dossier avec des exigences de conception et une conception qui a été améliorée, des garanties beaucoup plus fortes sur la qualité de fabrication, et également sur le suivi en service du réacteur. Et puis, quand bien même la tuyauterie elle est en exclusion de rupture, EDF a également défini des dispositifs pour limiter les conséquences d'une rupture. Il y a des murs qui permettent d'éviter des agressions entre les tuyauteries, il y a des évents pour évacuer la vapeur, etc. Donc voilà, il y a eu un travail qui a été fait par EDF et sur la base de ces propositions qui renforcent notablement la démarche qui avait été mise en œuvre sur Flamanville 3, la XN a considéré au mois de septembre que cette démarche était acceptable. Voilà. Et le travail se poursuit parce que le référentiel et les exigences, elles sont encore en cours de construction. En cours de construction, très bien. Et sur les SMR, un petit mot ? Un petit mot sur les SMR. C'est lointain, donc... Voilà, les SMR, c'est des réacteurs, petits réacteurs modulaires. C'est des réacteurs qui suscitent un certain engouement depuis plusieurs années. C'est des réacteurs qui sont pleins de promesses, à la fois côté industriel, avec des réacteurs notamment qui coûtent beaucoup moins cher à construire, un effet de série qui peut être bénéfique. Ils sont plus petits, on en construit davantage. Là, voilà. On va avoir une vraie filière, on va avoir un effet de série. Donc c'est à la fois plus facile et plus... on a plus de sécurité, si je puis dire. Je trouve peut-être pas le mot, mais de sûreté en tout cas, dans la manière de les construire, de les fabriquer. On peut fabriquer une grande partie des composants en usine et en série. Et donc ça permet d'avoir des équipements spécialisés. Et ça permet d'avoir de meilleures garanties sur la qualité de fabrication des équipements. Et ça, c'est aussi l'autre volet des promesses des SMR, c'est que ça a aussi des promesses en termes de sûreté nucléaire. Il y a effectivement cette qualité de fabrication qui est potentiellement meilleure, qui sera plus facile à contrôler, mais également les SMR, de par leur petite taille, ont également le potentiel d'être des réacteurs plus simples et dont la sûreté peut être assurée notamment par des systèmes passifs qui ne nécessitent pas d'électricité. Et là aussi, ça peut apporter des gains en termes de sûreté nucléaire. Notre sujet par rapport à ça, c'est de s'assurer que ces promesses elles se concrétisent effectivement. D'une part, en s'assurant que les concepteurs ils valorisent ces propriétés favorables des petits réacteurs modulaires pour obtenir le meilleur niveau de sûreté. Et puis, par ailleurs, un autre enjeu, c'est les innovations. Il y a des innovations sur ces réacteurs pour arriver à faire des réacteurs petits et compacts. Et il faut s'assurer que ces innovations, elles sont bien comprises, elles sont bien maîtrisées pour qu'on puisse effectivement les prendre en compte dans la démonstration de sûreté. Et par rapport au SMR, donc il y a un projet français porté par un consortium piloté par EDF, avec lequel on a engagé des échanges depuis cette année. Justement, sur leurs objectifs et leurs idées. Ça nous permet de nous approprier leur design et puis de leur faire part des remarques que ça suscite de notre côté, en termes de réglementaire ou en termes de sûreté. Et voilà, c'est des travaux qu'on mène avec l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Parfait, parfait. Alors, quelques petites questions pour vous. Monsieur Ménager, par exemple, Yves Oluig, qui vous demande, je ne sais pas si vous pouvez lui répondre, mais quelle est la probabilité de fonte d'un cœur EPR2, probabilité de contamination, écart par rapport à P'4 et P4 ?
Point d'interrogation. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à ça de façon précise. J'ai compris qu'on pouvait apporter des réponses en différé, mais ce qui est l'essentiel, je l'ai dit tout à l'heure, on se situe dans les objectifs de sûreté élevés de l'EPR et donc des réacteurs de 3e génération. Donc ça, c'est important. Et même par le retour d'expérience que j'ai cité, on peut prendre des variantes dans ce design. Par contre, on garde les mêmes objectifs de sûreté très élevés. Donc je ne sais pas vous répondre sur la probabilité de fusion, mais les chiffres, on les a, ça existe. Oui, bien sûr. Il est public ce chiffre il est, de toute façon, Déjà ou pas on est dans le même niveau de sûreté, j'ai dit, que l'EPR. Donc tout ça, c'est instruit. On a des choses dans le rapport préliminaire de sûreté du programme EPR2. Donc oui, on a tout ça. Je ne l'ai pas sur la main, mais on pourra tout à fait y répondre. C'est public, à votre avis, ces choses-là, ou pas encore, ou ça l'est en général? En tout cas, ça fait partie du dossier de mise en service de Flamanville pour ce qui est de l'EPR. Et puis sur EPR2, là, il y a l'instruction par la SN, mais oui, tout ça va être évidemment public. Mais encore une fois, c'est ce niveau de sûreté très élevé des réacteurs de 3e génération qu'on ne lâche pas, qui fait partie de la raison d'être du nucléaire. Alors, on a des porte-paroles avec nous. Chère madame, nous n'avons pas eu le plaisir d'être présentés, mais vous êtes peut-être Karine Hervieux? Ah, je suis content. Donc, vous êtes la directrice générale adjointe chargée du pôle sûreté des installations et des systèmes nucléaires à l'IRSN. Vous vouliez répondre à cette question? Oui, quelques éléments. En fait, la probabilité de fusion du cœur sur ce type de réacteur comme sur l'EPR est à peu près un facteur 10 en dessous de celle des réacteurs existants. Alors, il y a des travaux qui sont faits dans le cadre notamment de la prolongation de durée de vie des réacteurs existants qui tendent à se rapprocher des chiffres de l'EPR, mais on est sur des probabilités de fusion du cœur qui sont inférieures à 10-5 par réacteur et par an. Donc l'enjeu sur le PR2, plus qu'une augmentation encore de ces exigences, c'est surtout une simplification d'exploitation. Monsieur Ménager a parlé de simplification de facilité de construction. Je pense que, côté IRSN, on attend beaucoup de cette optimisation en termes de simplification d'exploitation. Le haut niveau de sûreté de l'EPR a conduit finalement à ajouter de nombreux systèmes de sûreté qui, pour l'opérateur en salle de commande, complexifient la conduite de ce réacteur. Donc c'est un enjeu fort pour le PR2. Merci beaucoup, madame. Alain Correa, réponse très courte. Pourquoi ne pas avoir continué la filière P'4 ? La réponse a été donnée juste avant. On est dans les réacteurs de 3e génération, on est dans l'amélioration continue de la sûreté. Nouvelle génération de réacteurs et niveau de sûreté plus élevé, et donc c'est bien ce qu'on visait, même si évidemment dans l'amélioration continue du parc existant, on élève à chaque fois autant que possible, notamment lors des révisions décennales. C'est le cas sur Panly d'ailleurs actuellement, il le sait bien, avec la 3e visite décennale en cours. Donc c'est ça notre ADN, l'amélioration continue de la sûreté. Très bien. Yannick Rousselet vous dit, voilà, avec le PR2, on repasse à une simple enceinte, on ne met que 3 auxiliaires au lieu de 4, on simplifie le récupérateur de corium. Alors, il ne comprend pas. Alors, là, il faut rentrer dans... on peut commencer. Alors, sur le... Vous avez 1 minute. Alors, en 1 minute, je vais plutôt rebondir sur les 3 trains de sûreté versus 4 de l'EPR pour aller dans la suite de Mme Hervieux. Prenons un des exemples, oui. En fait, les 4 trains de sûreté, le 4e était justement plutôt pour à visée d'exploitation, pour faire plus de maintenance. L'objectif était de faire de la maintenance réacteur en fonctionnement. Bon, finalement, ça induit la complexité qui est citée, alors qu'en termes d'objectifs de sûreté, les 3 trains de sûreté, finalement, je dirais, c'est ça qui fait le vrai niveau intrinsèque de sûreté, pour être court. Et finalement, ça simplifie à la fois la future exploitation et aussi la construction, puisque finalement, dans le design général, les emplacements du 4e train peuvent regrouper tous les systèmes noyaux durs, plutôt post-Fukushima. Donc vous voyez, tout ça permet de répartir les systèmes de façon beaucoup plus optimisée et in fine plus simple à construire et plus tard plus simple à exploiter. Monsieur Collet, vous parliez de perte d'expérience dans le nucléaire tout à l'heure. Et Monsieur Voisard vous dit, voilà, c'est également constaté aux États-Unis pendant une période de non-construction de réacteurs. Est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'on a prévu des dispositions pour l'éviter ? Le sujet, en fait, c'est de l'anticiper en amont d'un grand programme. C'est ce qui est fait, alors d'une part, du côté du gouvernement, où il y a des contrats de filière
qui sont établis justement pour aider la filière, pour développer des offres de formation, etc. Et puis c'est également la responsabilité de l'industriel EDF qui déploie depuis quelques années notamment un plan Excel qui associe l'ensemble de la filière et de ses fournisseurs justement pour se préparer et être prêt, si le gouvernement décide du lancement d'une série de réacteurs, à commencer à construire avec le niveau de qualité attendu dès le début. Parfait, merci infiniment Monsieur Ménager, merci à vous, merci Madame, et voilà, on va se retrouver dans quelques instants. On va faire une petite pause si vous voulez bien, et on va se retrouver à 11h pour parler de Cigéo et de la piscine d'entreposage centralisée à La Hague, avec des responsables de l'ANDRA, d'EDF, de l'ASN, à 11h donc. Et je crois qu'il est peut-être nécessaire d'appuyer sur le petit bouton session suivante, n'est-ce pas? On me confirme, personne ne me confirme. Bon, je crois que c'est nécessaire quand même. Alors voilà, je vous dis à tout à l'heure à 11h.